Mes chers auditeurs, bienvenue dans le pays des rêves où les mots dansent et les aventures se déroulent page après page. Êtes-vous prêts à embarquer dans notre histoire du jour? Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la Belle au bois dormant. Dans ce palais, plus haut que les grands arbres, vivait jadis le roi Stéphane et sa très jolie reine. Leur sujet les aimait car ils étaient justes et bons. Le roi du pays voisin, Hubert, était leur ami, si bien que la paix régnait dans les deux royaumes. Pourtant, quelque chose ou quelqu'un manquait à ce bonheur. Car si le roi Hébert avait une petite fille, le prince Philippe, le roi Stéphane, trouvait son palais bien vide. Il n'avait pas d'enfant. Aussi, le jour où naquit une petite princesse, quelle allégresse! Elle ouvrit les yeux à l'instant où le premier rayon de soleil dorait la campagne. C'est pourquoi on l'appela Aurore. De bouche en bouche, de clocher en clocher, la nouvelle gagna tout le pays. Nous avons une petite princesse, belle comme le jour. D'ailleurs, elle s'appelle Aurore. C'est ainsi que tous les habitants du royaume partagèrent la joie de cette naissance tant espérée. Dans les champs et les bois, même les fleurs et les animaux semblaient joyeux. Quant au roi Stéphane et à la reine, comme tous les parents, ils trouvaient que leur fille était la plus belle enfant du monde. Mais c'était vrai. Dans son riche berceau, incrusté d'or, la princesse souriait en dormant. Elle était mignonne, blonde et sage. Elle ne pleurait jamais. Aurore, ce tout petit bébé était bien, comme son nom, un rayon de soleil qui réchauffait tous les cœurs. Il fallait décider du baptême. Ça serait une grande fête. Elle fut annoncée par les trompettes éclatantes, les cloches carillonnantes, les trompes sonnantes des chasseurs. Et chacun se prépara. Les aiguilles couraient dans la soie pour les toilettes des dames. Seigneurs et chevaliers préparaient leur habit de cour. Gens de ville et de campagne étaient aussi invités. Et ils sortaient des armoires les costumes de fête, les coiffes de dentelle et les sabots neufs. On brodait, on repassait, on cirait, tout cela pour ce minuscule bébé qui dormait dans son berceau sans se soucier de l'importance du grand jour. Mais chacun voulait aussi féliciter les heureux parents, leur prouver amitié et respect. Dès le matin, à pied ou en carrosse, la foule envahit le palais. Les cottes de mailles et les armures brillantes des chevaliers et hommes d'armes se mêlaient au velours des manteaux et aux seins multicolores des robes à traînes. La joie se lisait sur tous les visages. L'un des tout premiers arrivés avait été, bien sûr, le roi Hubert. Il partageait le bonheur de ses amis et s'était exclamé en approchant du berceau. « Mes félicitations, cette princesse est ravissante et je l'aime déjà de tout mon cœur. » Il y avait à cela une raison secrète. Les deux souverains rêvaient depuis longtemps d'avoir deux enfants qui un jour, par leur mariage, réuniraient les deux royaumes. Eh bien, aujourd'hui, le rêve devenait possible. Dans quelques années, Philippe épouserait Aurore. C'était tout simple, pensait-il. Soudain, une grande lumière envahit la chambre et chacun put voir trois silhouettes légères, en chapeau pointu, baguette à la main, qui voltaient vers le berceau. C'étaient trois bonnes filles qui veillaient sur le royaume.
Bénévole, Jouvence et Sapience. On ne les apercevait pas souvent, mais chacun, dans le pays, sentait leur invisible protection et les appelait à l'aide dans les moments difficiles. Le roi Stéphane n'avait pas oublié de les inviter et elles accouraient apportant leurs présents. Un grand silence s'était installé dans la chambre et chacun se demandait quel trésor les bonnes fées destinaient à la fille du roi. Jouvence parla la première. Aurore, petite princesse, je te fais don de la beauté. Et ce disant, elle leva sa baguette magique d'où jaillirent les étincelles qui enveloppèrent le berceau. La bonne Jouvence contemplait le bébé avec tendresse et sa baguette crépitait toujours. Mais derrière elle, Sapience réclamait la place et la parole. Moi, je te donne tous les plaisirs de la musique et la plus belle voix du monde pour les chanter. Sapience leva sa baguette et des oiseaux voltèrent autour du berceau où Aurore dormait toujours. C'était un concert mélodieux, obéissant à la baguette magique de la fée comme à celle d'un chef d'orchestre. Les oiseaux dansaient un ballet en l'honneur d'Aurore, mais un cadeau restait à offrir. Après la beauté accordée par Jouvence, la musique présente de Sapience, quel serait le don de la troisième fée bénévole? Une fée qui portait bien son nom. Elle était toujours prête à rendre service, à soutenir les faibles, à défendre les malheureux. Bénévole leva sa baguette au-dessus du berceau, mais elle n'y eut pas le temps de parler. Une bourrasque balaya oiseaux et étincelles, portes et fenêtres se mirent à claquer. Un éclair aveuglant traversa la chambre d'Aurore. Les rideaux de son berceau s'agitèrent comme sous l'orage. Des cris d'effroi s'élevèrent. Dans un nouvel et terrifiant éclair, une grande silhouette apparut, vêtue d'un long manteau noir, le visage encadré d'un bonnet à deux pointes qui faisait penser aux cornes d'un diable. Elle dominait les lustres ensemblés d'un regard méprisant. Un murmure courut dans la foule. Maléfice, c'est Maléfice, la fée du mal. Que vient-elle faire ici? Comme s'il lisait dans les pensées, Maléfice répondit: Je suis celle que personne n'attendait parce que personne ne m'a invitée. N'est-ce pas, Majesté? Elle s'était tournée vers le roi Stéphane, qui ne broncha pas, mais dont le cœur était plein d'inquiétude. Maléfice poursuivit: Eh bien, je suis venue quand même, car moi aussi, j'apporte mon cadeau à cette belle enfant. Elle ricana et reprit: Personne ne m'a invitée. Ma baguette magique est pourtant toute puissante. Votre oubli, roi Stéphane, va vous coûter très cher. Elle prononça sa malédiction. Princesse Aurore, t'as reçu de précieux cadeaux de baptême. Hâte-toi d'en profiter, car voici le mien. Avant que n'arrive ton 16e anniversaire, tu te piqueras le doigt au fuseau d'une quenouille et tu mourras. Un cri d'Aurore monta de la foule. Le roi Stéphane, dont les yeux brillaient de colère, se contenait à grand-peine. Mais la vie de sa chère enfant était en jeu. Il tenta d'apaiser l'orgueilleuse Maléfice et de lui faire reprendre sa malédiction. « Madame, s'il y a ici un coupable, c'est moi. C'est vrai, j'ai oublié de vous inviter. Mais cet oubli ne peut coûter la vie à ma fille. Ce serait trop injuste. Regardez-la dormir. Elle est toute innocente. Ayez pitié d'elle. » Ces paroles, le roi avait eu bien du mal à les prononcer, mais elles pouvaient peut-être sauver Aurore.
Un grand silence accueillit cette bouleversante déclaration. Chacun sentait ce qu'il en avait coûté à la fierté du roi de s'humilier ainsi. Avait-il touché le cœur de Maléfice? Et Maléfice avait-elle un cœur? On pouvait en douter car son regard restait celui d'une ennemie qui se venge. Elle se redressa de toute sa taille et le mépris tordait ses lèvres minces lorsqu'elle répondit « Il est trop tard, Majesté. Apprenez que Maléfice n'oublie pas un affront et ne pardonne jamais. » La stupeur passée, ce fut la colère. Pendant que la reine, bouleversée, se précipitait vers le berceau, on arrachait Aurore qu'elle serait sur son cœur comme si son amour devait la préserver du danger. Le roi Stéphane se tournait vers les gens d'armes et ordonnait « Saisissez-vous de Maléfice, enchaînez-la !» Un éclat de rire diabolique lui répondit. En même temps, la haute silhouette sombre disparaissait dans une gèbre de flammes vertes qui s'éteignirent rapidement, ne laissait dans la pièce qu'une odeur qui soulevait le cœur. La justice des rois ne pouvait rien contre la magie. Il ne restait qu'un recours. Les bons fées. Tous les regards se tournèrent vers Jouvence, Sapience et Bénévole. C'est Bénévole qui parla. « Je n'ai pas eu le temps d'offrir mon cadeau à la jeune princesse. Je vais le faire. Hélas, ma baguette magique ne peut effacer tout à fait le pouvoir de Maléfice. Mais je puis empêcher la malédiction de s'accomplir d'une manière irréparable. » Elle leva sa baguette et déclara « Princesse Aurore, tu ne mourras pas si jamais ta main se piquait au fuseau de la grenouille. Tu t'endormirais simplement en attendant qu'un baiser d'amour se pose sur tes yeux. Alors tu t'éveilleras et tu seras heureuse. » Le don de Bénévole redonnait un peu d'espoir. Le roi Hubert tentait de réconforter ses amis. « Ayez confiance, nous sommes là pour protéger la princesse. » Une première décision s'impose. Il faut brûler tous les rouets du royaume. Plus de rouets, plus de fuseaux, plus de piqûres. Chacun applaudit ce sage conseil et dès le lendemain, les héros annonçaient le décret royal par tout le pays. En longue colonne, on vit à nouveau accourir au palais des gens qui n'apportaient plus que des rouets. De très vieux rouets qui faillaient la laine depuis 100 ans et d'autres tout neufs qui ne serviraient pas. On les entassa dans la cour de donjon et on y mit le feu. Bientôt, il ne resta plus que des cendres, alors seulement le roi et la reine furent un peu rassurés. Aurore était sauvée. Les 3 bonnes fées ont été moins sûres. Elles connaissaient trop bien Maléfice. Sans nul doute, elles feraient tout pour s'accomplisse la malédiction. Leurs 3 baguettes magiques ne pouvaient pas grand-chose contre celles de la fée du mal. Jouvence, Sapience et Bénévole discutèrent longuement entre elles et aboutirent à la même conclusion. Ici toujours le danger accompagnerait Aurore. L'amour vigilant de ses parents et tous les soldats du royaume n'y changerait rien. La prudence voulait que la princesse soit éloignée du palais et grandisse dans un lieu secret. Elle sera bien élevée. Je lui ai déjà trouvé de bonnes marraines, déclara Jouvence en souriant. De sa baguette, elle traça un cercle autour de Bénévole, un autour de Sapience qui furent toutes surprises de se trouver vêtue en paysanne, vraiment méconnaissable. Jouvence sourit. Voyez comme c'est simple. 3 pauvres femmes vivront dans la forêt avec leur nièce orpheline. Qui soupçonnerait la vérité? Ne nous quitterons pas notre chère princesse, s'écria Sapience ravie. Au moins, pendant 16 ans,
précisa Bénévole. Il ne reste à convaincre le roi Stéphane et la reine. C'est une autre affaire. En effet, ce fut difficile pour nous, ce serait comme si nous n'avions plus d'enfants, dit-il. Oui, sire, mais elle vivra, et à 16 ans, nous vous la ramènerons, répondit vivement Bénévole. Il fallut bien se rendre à l'évidence. Les feuillets avaient raison. Seul importait la vie d'Aurore. Où l'emmènerez-vous demanda le roi. Dans la maison d'un bûcheron, au fond de la forêt. Jamais Maléfice ne l'y découvrira. Nous la soignerons comme notre fille, assurera Sapience. C'est ainsi qu'en cachette, Aurore quitta le palais pour 16 longues années. Les yeux de la reine étaient pleins de larmes. Le lendemain, 3 commères traversèrent les charmants villages semés à travers champs sans attirer l'attention. Personne ne les arrêta. À tour de rôle, chacune portait un petit bébé qui dormait sagement à l'abri d'une couverture. Les maisons se furent plus rares. On entrait dans la forêt par des chemins étroits où le soleil jouait difficilement à travers les branches. Le trio s'avançait. Au bout d'un sentier, une maisonnette apparut. Elle avait appartenu à un bûcheron mort depuis quelques années et personne n'y était jamais revenu. Quel palais pour une princesse, soupira Bénévole. Voilà les mots à ne plus jamais prononcer, gronda sévèrement Jouvence. Rappelons-nous bien, nous élevons ici notre nièce qui a perdu père et mère. Nous sommes d'humbles femmes à la campagne qui allons travailler de nos mains. Et comment s'appelle notre nièce demanda Bénévole. On discuta un peu pour choisir Églantine. Églantine, que c'est joli. Ma nièce est une fleur, une rose sauvage, disait Jouvence, les mains plongées dans l'eau savonneuse. Mais une rose sans épines, remarqua Bénévole. Et il ne sait que sourire. C'est un bonheur de travailler pour elle. Je voudrais que celle-là dure longtemps, mais je ne suis pas égoïste. Je me souviens des larmes de la reine. Chut, mot défendu, gronda Sapience. C'est vrai qu'il fallait être prudente. Même au fond de cette forêt perdue, Églantine elle-même, jusqu'à 16 ans, ne connaîtrait rien de son identité véritable. Pour le moment d'ailleurs, il s'en souciait peu, se contentant d'être un bébé qui poussait bien sous la surveillance de bonnes tantes qui la gâtaient. On tricotait pour elle, on embellissait la maisonnette. Les 3 filles étaient heureuses dans cette pauvreté, chantaient des berceuses et ne se disputaient que pour avoir le plaisir de faire la toilette d'Églantine. Ainsi passèrent les mois et les années. Le bébé blanc devient une adorable fillette, puis une jeune fille ravissante, de plus en plus semblable à son prénom. Une vraie rose éclose dans la sombre forêt. Mais plus le sourire fleurissait sur les lèvres d'Églantine, plus se serrait le cœur des bons feuillets. Elle savait compter. Dans quelques jours, il y aura 16 ans qu'elle était arrivée là, dans cette maison perdue. 16 ans, la date fixée par Maléfice. Pour se réconforter, les tantes d'Églantine se disaient que la princesse était en bonne santé, bien vivante. Il était trop tard pour que la malédiction l'atteigne. Mais il faudrait la ramener au palais, la rendre à ses vrais parents, se séparer. Jouvence répétait « Ne soyez pas égoïste ». Ils seraient si heureux de retrouver leur fille. Et puis là-bas, un autre bonheur l'attend. Rappelez-vous le prince Philippe. Si les tantes d'Églantine dans leur cabane et aussi le roi Stéphane dans son palais comptaient les années, Maléfice en faisait autant. Depuis le fameux baptême,
Elle faisait rechercher Aurore dans tout le royaume par ses soldats. Il revenait toujours avec la même réponse, pas de princesse. Alors Maléfice entrait en fureur. Ses yeux lançaient des éclairs, les cornes de son bonnet s'agitaient de rage et ses doigts crochus semblaient menacer la terre entière. Vous êtes des incapables. Eh bien, je vais prendre les choses en main. À nous deux, Aurore, je te retrouverai. Maléfice avait encore un allié, son fidèle corbeau. Quand approchèrent les dernières semaines avant la fin de la malédiction, elle s'adressa à l'oiseau aussi noir que l'âme de sa maîtresse. « Ton regard est perçant, c'est toi qui la retrouveras. Je te fais confiance. » Le corbeau croissa de plaisir. Il était tout dévoué à Maléfice. La fillette leva le bras vers le ciel et l'oiseau s'envola. « Vole, cherche et trouve, lui cria-t-elle. Dans le ciel, le corbeau n'était déjà plus qu'une tache minuscule, sombre comme une menace. Il montait, planait, puis piquait brusquement sur la moindre silhouette. Plus petit village. Dans la maison des bois commencèrent les préparatifs de l'anniversaire d'Églantine. Les fées voulaient lui en réserver la surprise. Il fallait donc éloigner la jeune fille. « Voudrais-tu me rendre un service ?» lui demanda Sapience. « Bien sûr, tantine, » répondit Églantine. « Que dois-je faire ?»« Aller cueillir les mûres. Il y en a de très grosses dans les buissons de la clairière. » Églantine était ravie de se rendre utile. Elle jeta un manteau sur ses épaules, prit son panier d'osier et s'éloigna en chantant. « Il lui faudra bien 1 heure, » pensa la bonne Sapience. Alors vite au travail. Elle ouvrit un gros livre de pâtisserie et chercha la recette d'un gâteau délicieux. Que choisir? Celui-ci, forêt de crème au chocolat, couronne d'amandes, ou plutôt ce biscuit aux fraises et à la crème fraîche? Sapience pesait la farine, le beurre, comptait les œufs, cherchait le sel. La pâte ne prenait pas, elle était trop épaisse, ou trop claire, ou trop salée. Sapience s'énervait. Bénévole finit par lui dire « À mon avis, une bonne tarte aux abricots ferait aussi bien l'affaire. » Églantine en raffole et la recette est facile. « Jamais de la vie, » protesta la pâtissière. « Je veux qu'elle ait une vraie surprise, que ce soit un gâteau royal, un peu de patience. » Ce livre explique très mal les choses. Je vais inventer et vous verrez, vous verrez. Ce que Jouvence et Bénévole voyaient, c'était une montagne d'œufs cassés, les saladiers de farine perdus, le beurre qui diminuait. Ça n'allait pas mieux du côté de la robe. Jouvence avait sorti de l'armoire tout un choix de tissus et de modèles. Elle mesurait, drapait, épinglait. « Veux-tu que je t'aide ?» proposa Bénévole. « Non, non, merci. Je sens venir l'inspiration. » Les bonnes tantes voulaient trop bien faire. Pendant qu'on complotait ainsi dans la maison, Églantine se promenait dans la forêt. Son panier fut vite rempli de mûres succulentes qui lui avaient taché les bouts des doigts. Il faisait un temps radieux, et sur son passage, petits lapins, oiseaux, écureuils sautillaient, sifflaient ou se laissaient caresser. Tous étaient ses amis. Elle la connaissait bien. Églantine passait de longues heures en leur compagnie et elle accourait dès qu'il entendait sa voix ou qu'elle apparaissait au bout du chemin. Comme à l'habitude, Églantine se mit à chanter une romance que lui avait apprise Jouvence. Sa voix montait claire et fraîche et pourtant elle se sentait le cœur un peu triste. Cela lui arrivait de plus en plus souvent. Elle ferma les yeux et se mit à rêver.
Elle aimait ses tantes si bonnes, elle aimait la forêt et ses habitants. Mais un jour ne rencontrerait-elle pas un ami, jeune et beau, et pourquoi pas un prince qui accourrait au grand galop, mettrait pied à terre devant elle et lui dirait en s'inclinant: Moi aussi j'ai rêvé de vous. Elle ne pouvait deviner qu'à peu de distance. Un cavalier s'était vraiment arrêté pour écouter la jolie romance et sa voix si pure. Celle qui chantait comme un rossignol ne pouvait être loin. Il galopait depuis le matin à travers bois et taillit la sûreté de sa main tenant les rênes. Le pied solide à l'étrier enlevait sa monture dans des élans fantastiques qui faisaient frémir ses parents et ses amis. Tu es un hardi cavalier, mon fils, mais ne sois pas téméraire. Personne n'est à l'abri d'une riade, recommandait son père, le roi Hubert. Et Philippe riait avec insouciance, plein de fougue et de courage, franchissant tous les obstacles. Car c'était bien le prince Philippe qui, en ce jour ensoleillé, passait par là. Il vivait toujours au palais du roi son père, visitait parfois avec lui leur voisin et ami, le roi Stéphane. Philippe le trouvait triste et la reine ne souriait pas. Il en ignorait la raison car personne n'avait voulu assombrir sa jeunesse par un drame aussi terrible. Les parents ont quelquefois raison. Philippe venait tout juste d'enlever sa monture par-dessus un buisson épais qui barrait son chemin lorsque, pour la première fois de sa vie de cavalier, il se sentit planer ailleurs que sur le dos de son cheval. Par chance, il évita les épines et après une cabriole d'acrobate, il se retrouva stupéfait, assis dans l'eau d'une mare. Il prit le parti d'en rire. Au petit trot, son cheval revenait, l'air désolé comme pour s'excuser de son mauvais tour. « Eh bien, mon vieux, nous sommes bons pour le cirque, lui dit Philippe en se relevant. Il marcha vers le bord de l'eau, plus qu'à faire sécher cette lessive aux branches d'un chêne. Il accrocha sa cape, son chapeau et vida ses bottes pleines d'eau. Puis il alla s'étendre un peu plus loin au soleil. À cet instant, il entendit une voix fraîche qui chantait. Il écouta émerveillé. Mais l'écureuil dans l'arbre voisin avait surpris le plouf du prince dans la mare. Il accourait et contemplait, très étonné, bottes et vêtements abandonnés là. Par qui? Il courut alerte ses amis. Tout le monde fut d'accord pour un grand jeu. Les lapins chaussèrent les bottes, le hibou se glissa sous la cape, l'écureuil se coiffa du chapeau. C'est ainsi qu'ils se présentèrent à Églantine, qui se frotta les yeux. À demi éveillée, était-ce le prince de ses rêves? Elle lui tendit le bras, puis reconnut ses amis et sourit. Mais au fond du cœur, elle était un peu déçue. Et soudain, l'histoire devint réalité. Deux mains très douces s'emparaient de celle d'Églantine et une voix lui murmurait: « Vous êtes merveilleuse !» Un jeune homme, beau, comme dans ses songes, avait surgi sur le sentier. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle, le cœur battant. « Votre ami, si vous voulez bien, » répondit-il. « Je vous attendais à vous à Églantine. »« Nous ne nous quitterons plus, » affirma-t-il. Ils dansèrent de bonne heure sous le regard étonné de l'écureuil, des oiseaux et des petits lapins. « C'est vous qui chantiez tout à l'heure » demanda-t-il. « Oh, je fredonnais seulement, » dit-elle en rougissant. À cet instant, elle aperçut le panier de mûres. « Je suis en retard, pardonnez-moi. » Elle s'enfuyait légère. « Où courez-vous? Vous ne m'avez pas dit votre nom. Comment vous retrouverai-je » cria le prince. Sans répondre, Églantine se sauvait, à la fois heureuse et inquiète. Ses tantes lui avaient si fort recommandé de ne jamais adresser la parole à un étranger. Pour la première fois,
elle avait désobéi. Mais elle allait leur expliquer. Elle avait trouvé l'ami de ses rêves. Il était si beau qu'il ne pouvait être un danger. Ses tantes l'aimeraient aussi. Elles l'accueilleraient pour le retrouver. Il suffirait de retourner demain à la clairière. Elle chanterait à nouveau sa romance et elle accourrait. Ils danseraient encore sous les arbres. Pendant que Églantine revenait le cœur plein de rêves, ceux de ses tantes s'écroulaient une nouvelle fois. Le génie, l'invention n'avaient rien donné. Jouvence contemplait sa dernière œuvre d'un œil mélancolique. Cette robe est ratée, elle est laide, gémit-elle. Un soupir lui répondit. Mon gâteau s'effondre. La cuisson est mauvaise. Il est même tout à fait immangeable, disait Sapience désespérée. Bénévole sourit. Vous oubliez la meilleure des recettes, nos baguettes magiques. Elles dorment depuis trop longtemps. La bonne idée. 3 petits cercles autour de la robe en firent une toilette réussie. Quand la sienne crépita, Sapience vit apparaître un gâteau somptueux à plusieurs étages servi sur un plateau d'argent. Il tient debout, admira-t-elle. Il me met l'eau à la bouche, ajouta Jouvence. Seule la couleur de la robe amena une discussion. Jouvence avait choisi une soie rose tendre. Le bleu convient mieux aux cheveux blancs, remarqua Sapience. Ce n'est pas mon avis. La baguette de la couturière fit un nouvel essai. Bleu, rose, jaune, violet. Quel choix difficile. Celle de Sapience crépitait aussi. Mauvais vert orange. On aurait dit qu'un arc-en-ciel féerique traversait la pièce, illuminant de paillettes multicolores. Comment se mettre d'accord? C'était la première fois que les feuillets ne s'entendaient pas, la première fois aussi que leur prudence était en défaut, car plus les baguettes jouaient avec les couleurs, plus le temps montait, moins elles s'apercevaient que les étincelles trouvaient une porte de sortie. La cheminée au nul feu ne brûlait en cette fin d'été. Un corbeau, à cet instant, survolait la maison. Il vit jaillir de la cheminée un véritable feu d'artifice. Magie, magie, pensa-t-il. Sûr de sa découverte, il vola vers le château de Maléfice. Églantine ouvrit la porte et s'arrêta stupéfaite. Que se passe-t-il? Bon anniversaire, ma chérie, s'écria Jouvence. Ce n'est que la veille, mais nous nous préparons, corrigea Bénévole. Demain tu auras 16 ans et c'est un grand jour. Voici le gâteau de fête et la robe de cérémonie. Églantine était émue, mais elle sourit. Une cérémonie dans la forêt, dit-elle, c'est inattendu. Elle essaya la robe qui lui allait parfaitement. La magie des baguettes, malgré la querelle, lui avait donné une couleur admirable, douce comme la lumière de l'aube lorsqu'elle réveille la nuit. Le gâteau fit son admiration. Je n'en ai jamais mangé de semblable. Vous allez me rendre gourmande. La bonne Sapience en rougit de plaisir. C'est un gâteau tout simple, assura-t-elle. On s'embrassa, on se remercia, mais Églantine voulait aussi annoncer sa grande nouvelle. Tantine, je vous ai désobéi aujourd'hui. J'ai rencontré un beau jeune homme qui dit que nous sommes amis. C'est vrai, je le connais depuis longtemps. J'ai tant rêvé de lui. Quelle émotion après ces années. Si près du but, les 3 fillets allaient-elles échouer? Aurore était-elle découverte? Elles questionnèrent tout à la fois. D'où vient-il? Quel est son nom? Connaît-il la maison? Églantine répondait, mais s'étonnait de cette agitation. Il m'aime, il me l'a dit. Et moi aussi je l'aime et n'aimerai jamais que lui, avoua-t-elle en baissant les yeux. On ne pouvait plus attendre. À tour de rôle, soucoupant les paroles, les feuillets révélèrent à Églantine sa belle et tragique histoire.
Tu es une princesse royale. Tes parents sont vivants et demain nous devons te ramener au palais. Ça sera le plus beau cadeau de tes 16 ans. Le lendemain, quand une timide lumière rose colora le ciel, Aurore jeta un long manteau sur sa robe. Les trois fées reprirent cape et bonnet pointu. On ferma la porte à double tour et l'on se mit en route. Personne ne parlait. Aurore songeait à ses parents inconnus qu'elle allait découvrir et tant aimer, mais aussi à celui qu'il n'irait pas retrouver dans la clairière et que son cœur ne pourrait jamais oublier. Les fées, elles, se rappelaient la route faite en sens inverse. 16 ans plus tôt, un petit bébé dans les bras. Nous approchons du palais, signala Bénévole. On doit nous y attendre avec impatience. C'était vrai. Le roi Stéphane avait invité le roi Hubert et ils levaient leurs verres au bonheur de leurs enfants. Ce fut le prince Philippe qui arriva très excité. « Père, écoutez-moi. J'ai rencontré hier une jeune fille merveilleuse. C'est une paysanne, mais je l'aime pour toujours. Elle est belle, douce et bonne. Je vous prie d'accepter notre mariage qui fera d'elle une princesse comme elle le mérite. » Philippe ne pouvait tomber plus mal. « Mon fils, apprends qu'aujourd'hui même va arriver en ce palais que tu épouseras la propre fille de notre ami le roi Stéphane. Je ne l'ai jamais vue, gémit le prince. Elle s'appelle Aurore. Elle a 16 ans et elle est certainement plus belle et distinguée que ta paysanne inconnue. Vos deux royaumes n'en feront qu'un. Vous serez heureux et riches. Allons, mon fils, oublie ce que ne fut qu'un rêve. Jamais, s'écria Philippe. Et toujours fougueux, il enfourcha sa monture et s'éloigna. Aurore rentra au palais aussi discrètement qu'elle en était partie 16 ans plus tôt. Les fées la conduisirent dans sa chambre pour faire sa toilette. Elle voulait que le roi Stéphane et la reine retrouvent leur fille dans toute sa beauté. Le soir, un grand bal serait donné et les souverains y annoncèrent les fiançailles de leurs enfants. Il fallait qu'Aurore soit resplendissante. La jeune fille fit le tour de sa chambre qu'elle trouva somptueuse. Soudain, le fond de la vaste cheminée s'ouvrit dans la chambre et Aurore s'avança avec curiosité. Elle découvrit une petite pièce où une inconnue semblait l'attendre. « Venez, charmante princesse, disait la femme, et recevez un nouveau cadeau. Voyez ce bel objet, il est à vous. » Elle montrait une chose étrange d'un beau bois brillant. On eût dit un jouet pour grande personne. C'était un rouet. Aurore avança la main. Son doigt se piqua au fuseau. Elle glissa sur le sol et ne bougea plus. On l'aurait crue morte. Maléfice contempla sa victime. « J'ai gagné. La malédiction est accomplie, dit-elle à haute voix. Mais ce n'est pas fini. En parlant aussi, elle songeait au baiser du prince qui pourrait réveiller Aurore. Elle devait partir immédiatement à sa recherche et le retenir prisonnier. Il y eut une bourrasque, un dernier ricanement et Maléfice disparut dans un fracas d'enfer. Les fées accoururent les premières et découvrirent le désastre. Leur chagrin fut immense, tant d'efforts anéantis par Maléfice en quelques instants. Elles transportèrent leur chère princesse sur son lit. Nous n'aurions pas dû la laisser seule, se reprochait Sapience. Bénévole reprit. Ce n'est pas le moment de gémir. La malédiction n'est pas définitive, rappelez-vous. Il ne suffit de retrouver le prince Philippe. Mais Aurore aime un inconnu, protesta Jouvence. Que Philippe revient et tout s'arrangea, affirma Bénévole avec confiance. En attendant, quel chagrin pour les pauvres parents et tous ceux qui se préparaient à la fête, dit Jouvence. Comment les consoler?
Nous avons manqué à notre parole, ils n'auront plus confiance en nous, ajouta Sapiens. C'est Bénévole qui trouva la solution. Il faut qu'ils dorment aussi longtemps qu'Aurore, alors nous serons libres d'agir, et quand la princesse s'éveillera, chacun reprendra vie et retrouvera le bonheur. À l'ouvrage, mes amis les trois fées parcoururent les salles du palais, touchant les habitants de leurs baguettes magiques. Les yeux se fermaient sur leur passage. Un grand silence s'établit. Aux nuits dit un palais de fantômes. Dans la salle du trône, le roi Stéphane venait de s'endormir. Au moment où la baguette de Bénévole allait toucher son ami Hubert, celui-ci s'écria « Madame, j'ignore ce qui arrive, mais j'ai un secret à vous confier. »« Un secret » s'étonna la fée. « Parlez, sire, avant qu'il ne soit trop tard. » Le roi s'expliqua. « Philippe n'épousera jamais la princesse. »« Et pourquoi ?» s'indigna Bénévole. « N'est-elle pas assez jolie ? Mon fils est un entêté. Elle a rencontré dans une lointaine forêt une jeune paysanne dont il ignore le nom. Il sait seulement qu'elle est blonde, bonne et douce, qu'elle chante à ravie et habite une pauvre cabane où des tantes l'ont élevée. Il jure qu'il n'aimera qu'elle. Mais c'est Aurore, s'écria Jouvence. Et sans hésiter, elle leva sa baguette. Une pluie d'étincelles enveloppa le roi Hubert, qui s'endormit paisiblement. Tout s'arrange, je l'avais bien dit, reprit Bénévole. Notre Aurore aime le prince et le prince ne veut épouser qu'elle. Il suffit de les réunir. Si vous m'en croyez, dit Sapiens, il n'a pas hésité. Il sera retourné dans la forêt. Il doit rôder dans la clairière, rechercher la cabane, en espérant y retrouver sa belle inconnue. En route, mes amis. C'était sagement raisonné, laissant à son silence s'enchanter le palais au bois dormant, les trois fées infatigables, Bonne, Pointue et Cap au vent, reprirent la route à travers les champs et villages. Elles couraient, elles volaient. Sapiens ne s'était pas trompé. Pendant que les fées cheminaient, Philippe, après avoir vainement fouillé la clairière et ses environs, découvrait la maisonnette de sa bien-aimée. « C'est là, elle m'attend, pensa-t-il. Il attacha son cheval à un arbre et examina la pauvre cabane. Il lui sembla même apercevoir une silhouette derrière les rideaux. Alors, le cœur battant, il frappa à la porte. Elle s'ouvrit, mais sur des créatures inconnues qui se jetèrent sur le prince, le ligotèrent solidement et le conduisèrent à la femme au manteau sombre qui se tenait au fond de la pièce, le regard plein de haine. « Celle que vous cherchez n'est pas ici, dit-elle d'une voix coupante. Vous ne la trouverez jamais. Vous êtes mon prisonnier et l'on ne s'évade pas au lieu où je vais vous conduire. » Philippe était brave. Pour défendre son amour, il se serait battu avec le diable lui-même. Mais Maléfice l'avait vaincu par ruse. Il ne pouvait se dégager des liens qui l'immobilisaient. Vous verrez, le château des ténèbres, c'est aussi très bien, se moqua Maléfice en l'entraînant. Quand les trois bonnes filles arrivèrent à la maison de la forêt, la porte claquait au vent. « Un malheur est arrivé, s'écria Jouvence. Quelqu'un est entré ici. » Elles pénétrèrent dans leurs anciens logis. Quel spectacle! Dans la cuisine, la table renversée et les chaises brisées leur apprirent qu'il y avait un combat. Quelqu'un s'était courageusement défendu. Ça ne pouvait être que Philippe et ses agresseurs, l'infâme Maléfice et ses esprits malins. Le prince était tombé dans leur piège. Où le retrouver maintenant? Bénévole se ressaisit la première. C'est au château des ténèbres que notre ennemi a emmené son prisonnier. J'en suis sûre et certaine. Ces hautes tours et ces murs épais ne doivent pas nous arrêter.
nous le délivrerons. Venez, mes amis. Bénévole avait pensé juste. Plein de rage impuissante, le prince Philippe se trouvait enchaîné dans un sombre cachot du château de Maléfice, situé dans une région sauvage presque inaccessible. Il questionna: pourquoi cette prison, madame? Je ne vous connais pas. Dans la maison des bois, je venais simplement chercher ma fiancée. Maléfice sourit méchamment. Moi, je te connais depuis longtemps, prince Philippe. La vérité, tu vas la connaître. Et elle raconta son humiliation le jour du baptême d'Aurore et sa terrible vengeance. Aurore, qui n'est autre que ta gentille paysanne, mais qui ne sera jamais ton épouse. Sur ces mots cruels, Maléfice se retira, laissant le prince désespéré. Reverrait-il jamais celle qu'il aimait et qui dormirait 100 ans et plus dans son palais? À cet instant, une brise traversa le cachot et sous ses yeux émerveillés, 3 petites bonnes femmes l'entourèrent en souriant. « Nous sommes les tantes d'Églantine, dit la première, c'est-à-dire d'Aurore, corrigea la seconde. Et nous venons vous délivrer, dit la troisième, dont la baguette brisa les chaînes du prisonnier. Elles l'armèrent du bouclier de vérité et de l'épée du courage. Aurore attend votre baiser. Portez-le lui, elle sera sauvée. De sa tour, Maléfice entendit le galop d'un cheval. Vif comme l'éclair, Philippe traversait la cour d'honneur. Garde à vos armes, s'écria-t-elle. Des flèches jaillirent de tous côtés, mais le bouclier de vérité jouait son rôle. Aucune n'atteignit le prince. Relevez le pont Lévis, ordonna-t-elle, mais il était trop tard. Franchissant un abîme vertigineux, dans un saut fantastique, le prince venait de retrouver la liberté. Crinière au vent, son cheval l'emportait loin du château maudit. Quand il se trouva à une sérieuse distance du château du Ténèbres, Philippe ralentit l'allure. Alors il entendit les voix de ses protectrices sapiennes l'applaudissaient. « Bravo, gentil prince, vous êtes un fameux cavalier. Oh, si vous aviez vu la tête de Maléfice quand vous lui avez faussé compagnie. » Avec un rire moqueur, je pense ajouter: « Vous avez réussi à la rendre plus laide encore. Et c'était difficile. Votre cheval aussi a été magnifique. Il n'aura pas volé l'avoine que vous lui donnerez tout à l'heure, ajouta Bénévole. Toujours pratique. Sans vous, j'étais perdu. Comment vous remercier, répondit-il avec élan. En achevant ta mission, réveillez la princesse et lui apportez l'amour et le bonheur qu'elle mérite, répondirent-elles. Il cheminait depuis de longues heures et avait dépassé depuis longtemps le royaume des ténèbres. Philippe se détendait, posait des questions. Les bonnes fées, lorsqu'il s'agissait d'Églantine, Aurore était intarissable. À tour de rôle, avec force détails, elles lui contèrent son baptême, son enfance, son retour au palais et l'imprudence qu'il avait livrée à Maléfice. Le prince éprenait à nouveau son cheval, pressé d'arriver chez le roi Stéphane, inquiet de ce qui pouvait encore survenir pour tous ceux qu'il aimait. Rien, rien, je vous assure, l'apaisait Bénévole, tout le monde dort au palais. Mais Maléfice, elle ne dort pas, reprenait le prince. Il n'avait pas tort, certes. La fée du mal ne pouvait plus rien contre le don de Bénévole le jour du baptême. En se blessant au fuseau, la princesse n'était pas morte, mais la haine a du ruse tenace. Lorsqu'apparurent les tours du palais, la campagne syriante avec ses champs dorés et ses arbres pleins d'oiseaux se transforma comme accablée de tristesse. Une masse sombre entourait la royale demeure. Ce n'était pas un mirage. La baguette de Maléfice
était passé par là, entourant le palais d'une épaisse forêt de ronces. Cette dernière épreuve, loin de l'abattre, redoubla l'énergie de Philippe. Protégé par le bouclier de vérité, il s'engouffra à travers les fourrés épineux, l'épée du courage au poing, taillant son chemin à coups de lame étincelante. Enfin, il approchait, à travers les derniers buissons de ronces, il apercevait la cour d'honneur du palais silencieux quand un vent violent se leva. Et soudain, il se trouva face à un dragon géant qui lui barrait le passage. Le monstre le dominait de sa taille impressionnante et ses yeux lançaient des éclairs. « Maléfice !» cria Philippe. Un ricanement lui répondit. Le dragon ouvrit une gueule terrible qui soufflait une haleine empoisonnée. Puis il cracha des flammes. Le prince brandit le bouclier de vérité. Alentour, les buisseaux pouvaient bien flamber. Il se sent parfaitement protégé par le cadeau des bons fées. Invisible, il assistait à ce dernier combat. Il entendait leur voix rassurante. À la pointe de l'épée, prince, tu triompheras. Ce chant de victoire souleva Philippe hardiment. Il planta sa lame au cœur du monstre. Un rugissement le glaça jusqu'aux os. Le dragon, touché à mort, s'effondrait lourdement sur le sol. Il y eut encore quelques plaintes, quelques soubresauts, puis s'immobilisa, c'était bien fini. Il ouvrit la grille d'honneur, traversa la vaste cour, mais s'arrêta sous les hautes colonnes de l'entrée. Le héros se sentait timide comme un enfant au seuil de ce palais où l'entendait sa bien-aimée. Il chercha les feuillets du regard. Il avait encore besoin d'elle pour le guider à travers couloirs, escaliers et salles majestueuses jusqu'à la chambre d'aurore. La princesse reposait sur un lit d'apparat, la soie de ses cheveux blonds épars sur l'oreiller. Enfin, il osa approcher et se pencha sur le doux visage. Avec une tendresse infinie, il y déposa un baiser. Alors, sous ses yeux émerveillés, ceux de la princesse s'ouvrirent. Il avait le bleu du ciel et la douceur de l'amour. Il ne semblait pas étonné de retrouver à son chevet l'ami inconnu de la clairière. « Je savais que vous viendriez, dit-elle simplement en lui tendant la main. J'ai si longtemps rêvé de vous. Et moi, je vous cherchais, ma princesse aimée, mon églantine sauvage. Vous savez donc, questionna-t-elle, vos chères tantes m'ont tout raconté. C'est grâce à elles que notre rêve est devenu réalité. Pendant ce temps, Jouvence, bénévole et sapience ne chômaient pas. Elles parcouraient le palais du haut au bas, touchant de leurs baguettes magiques les habitants endormis. Aussitôt chacun s'éveillait, reprenait sa tâche où il l'avait laissée. Les deux rois, eux, avaient repris leur discussion animée au sujet du difficile mariage de leurs enfants. « Je suis sûre que cela aussi va s'arranger, » commença la reine. Et il n'y eut pas le temps de poursuivre. Sa fille était devant elle, radieuse, belle comme le jour. Elle s'avançait les bras tendus, et ce geste effaçait ses années de peine et d'inquiétude. « Aurore, ma petite Aurore, » répétait-elle bouleversée. Le roi Stéphane partageait cette émotion. Il avait vu partir dans les bras de trois bonnes femmes dévouées un bébé fragile et menacé, et voici que la promesse était tenue. Ils retrouvaient leur fille resplendissante de jeunesse et de beauté. Le cauchemar était fini. « Chers parents, disait Aurore, je vous aime infiniment, mais j'en aime aussi un autre qui, avec votre accord, sera mon époux. » Philippe s'approcha. Alors les mots s'embrouillèrent dans la tête du roi Hubert. C'était si incroyable, il avait du mal à réaliser.
malgré les explications de son fils que le mariage désiré allait se faire, que la paysanne de la forêt était la princesse et qu'Églantine s'appelait Aurore. « J'y perds mon latin, avoua-t-il le roi Stéphane, mais je suis bien heureux. » Les noces ne tardèrent pas. Le royal demeure ruisselait de lumière et de mystique. Seigneurs et grandes dames se pressaient dans les salons, vêtus de leurs plus beaux atours. On avait aussi invité les villageois. Les trompettes d'argent retentirent. Aurore descendit le grand escalier de marbre au pied duquel le prince Philippe l'attendait. Ils ouvrirent le bal. Une valse les emporta. Chacun les admirait et nul n'avait le temps d'apercevoir trois petites silhouettes perchées là-haut sur la balustrade. C'est avec un mélange de tristesse et de bonheur que nous arrivons à la fin de notre histoire. Mais ne vous inquiétez pas, chers auditeurs, de nombreux récits extraordinaires vous attendent. Alors, faites de beaux rêves et n'oubliez pas que les aventures continuent. Bonne nuit et à demain avec une nouvelle passionnante histoire.